Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez été nommé il y a un mois et vous venez nous voir. C'est une occasion de mieux se connaître mutuellement et de dépasser les petites phrases médiatiques qui sont le prisme aujourd'hui principal au travers duquel les médecins généralistes vous connaissent. Alors, cet entretien a été préparé, bien sûr. Nous avons fait remonter toutes les questions en provenance des 24 structures du Collège de médecine générale. Et pour m'accompagner et refléter les 4 composantes du Collège de médecine générale, j'ai le plaisir d'appeler 4 membres du Collège de médecine générale, Sophie Sigrist, Agathe Semama, Fabien Besançon et Cyril Bègue. En attendant que tout le monde s'installe, il faut bien voir que certaines questions remontées étaient soit trop techniques, soit hors du champ ministériel, ou pas assez mûres pour permettre une décision équilibrée. Voilà donc un certain nombre de champs que nous avons choisi de ne pas aborder d'un commun accord. La formation continue, le Ségur numérique et les messageries de santé, le stage femmes-enfants en DES de médecine générale, les arrêts de travail de moins de 3 jours et les consultations de prévention. Sur tous ces dossiers, le CMG reste néanmoins mobilisé pour les faire avancer en vous faisant connaître le métier et pour leur trouver les meilleures réponses. Alors allons-y. Peut-être pour une première question, je me permets, on vous connaît en tant que président, ancien président de la Fédération hospitalière de France. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ministre que des hôpitaux. Quel est donc votre projet pour la médecine générale? Comment est-ce que vous voyez la médecine générale et sa place dans le système de soins à l'horizon de 10 ans, par exemple, en 2034? D'abord, merci de votre accueil, merci de m'accueillir et de me permettre d'avoir ce dialogue avec vous au sein de cette impressionnante réunion et imposante, dans cette imposante salle. Alors, on ne me connaît pas tellement, en fait, parce que finalement, même si ça fait 15 ans que je fais de la politique, une quinzaine d'années, je ne fais pas partie des têtes couronnées du système politique, mais c'est vrai que mes fonctions de maire m'ont amené très vite à m'intéresser au départ un peu par hasard ou par compréhension que c'était un sujet majeur, l'offre de soins au sujet hospitalier. Je me suis engagé à la Fédération hospitalière de France, d'abord comme maire, puisque moi, dans ma vie professionnelle, j'étais journaliste, donc ça n'a rien à voir avec la santé ou la médecine. Et cet engagement pour l'hôpital, c'était d'abord un engagement pour finalement la question de l'avenir d'un système de santé dont l'hôpital était une épine dorsale importante, mais qui est un élément parmi d'autres. Et c'était l'engagement derrière pour des valeurs. C'est-à-dire comment, quand on est modestement maire, on essaie de participer à maintenir une offre de soins dans son territoire. Et au-delà, comment on aide un hôpital, modestement là aussi, puisque le rôle des élus est modeste dans le pilotage des établissements de santé, à ouvrir l'établissement, l'hôpital, sur son territoire, sur les autres professionnels. Et finalement, la fierté que j'ai, c'est qu'au départ, j'ai pris la présidence d'un conseil d'administration d'un hôpital qui pensait sans doute son avenir dans ses 4 murs, tout seul dans son coin, à un hôpital qui a fusionné avec 3 autres hôpitaux, qui a agrégé des EHPAD, qui a permis de maintenir une offre publique dans un territoire, le Sud-Seine-et-Marne, qui était touché par des phénomènes de tension sur l'offre qui était réelle, et qui aujourd'hui dialogue, travaille avec la médecine libérale de manière structurée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et qui même en son sein accueille des chirurgiens libéraux qui s'y trouvent très bien et qui ont développé une pratique mixte qui fait qu'aujourd'hui c'est un hôpital qui n'est pas plus vertueux que d'autres ou plus exemplaire que d'autres, mais qui est totalement inséré dans le paysage de l'offre de soins. Et finalement, ma petite satisfaction à moi, c'était d'arriver à participer. Là aussi, j'ai rien initié, c'est d'abord des médecins, des hospitaliers, médecins libéraux qui ont conduit les changements, mais en tous les cas, à accompagner tout cela. Et à la Fédération hospitalière de France, c'était le combat pour que notre système de santé garde sa grande vertu d'être un système universel, d'être un système qui permet à chaque Français de trouver une réponse. Et j'ai toujours plaidé, alors ça n'a pas toujours été ce qui a été entendu peut-être, mais j'ai toujours plaidé pour un hôpital qui pense son rôle
là aussi comme acteur d'un territoire, acteur parmi d'autres de l'offre de soins, et qui s'ouvre aussi, bien sûr, à tous, et donc notamment à la médecine libérale. Voilà, maintenant, c'est vrai que dans un système où parfois le débat vous met dans des cases, et parfois la caricature permet le raccourci, je sais bien que parfois j'ai pu être catalogué uniquement hospitalier, comme si, alors que bon, c'était pas mon expérience personnelle, mais comme si je ne pouvais envisager que de l'avenir que sous la forme hospitalière, ce qui est évidemment pas le cas. Merci, je crois que c'est des messages effectivement qu'on a besoin d'entendre. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Sophie Sigris, peut-être pour une question. Bonjour Monsieur le Ministre. Eh bien, effectivement, on va commencer tout de suite par l'envie, pas l'envie d'en avoir envie, mais l'envie d'exercer la médecine générale. Comment on peut faire pour motiver nos jeunes étudiants qui sortent médecins généralistes pour devenir médecins? Il n'y a pas un seul patient, il n'y a pas un seul mode d'exercice. Nous savons qu'il y a une volonté d'avoir un exercice mixte ou peut-être un mode de rémunération différent, de travailler en groupe. Qu'avez-vous pensé, imaginé pour nous aider à convaincre nos jeunes confrères de s'installer et de venir travailler avec nous? Je pense qu'on est, on est dans une période qui est complexe. Et je pense que vous comme moi, on hérite d'une situation qu'on n'a pas décidé de provoquer, mais qui aujourd'hui marque profondément les tensions de notre système de santé. Que ce soit les barrières parfois entre les types d'exercices, parce qu'on n'a pas le même statut juridique les uns les autres. Que ce soit les modalités de financement, parce que justement on n'a pas les mêmes statuts juridiques. Que ce soit les problématiques liées autour du numerus clausus qui ont été inventées il y a 40-60 ans. Et donc on était là, ni vous ni moi, pour décider d'un certain nombre de choses qui continuent à peser dans le fonctionnement. Que ce soit aussi ce cap sur parfois la médecine de spécialité, et la valorisation de la médecine de spécialité, qui est logique et normale, mais qui peut-être a dévalorisé pendant très longtemps, ou trop longtemps, l'approche de la médecine générale, justement. Tout ça, on hérite de ces situations. Il faut qu'aujourd'hui, on se serre les coudes pour essayer de répondre, finalement, à ce que les Français attendent. Parce que les Français nous regardent collectivement. Moi, je suis ministre depuis 5 semaines, ils ne me connaissent pas encore. Je ne sais pas s'ils auront le temps de me connaître avant de repartir. Je ne sais pas combien de temps ça dure d'être ministre. Mais en tous les cas, je marche très humblement et j'avancerai très humblement, mais quand même avec cette conviction qu'aujourd'hui, les Français nous regardent collectivement, tous. Les hospitaliers, les libéraux, les spécialistes, les pas spécialistes, les paramédicaux, etc. Tous. Ils nous regardent parce que finalement, ils attendent de nous qu'on réponde à leurs questions et qu'on pérennise cette idée qu'ils ont encore et qui est en fait encore vrai, d'un système qui sert tout le monde et qui est vraiment unifié par des valeurs qui sont très fortes. Et donc comment on donne envie aux jeunes généralistes de s'installer, c'est déjà comment on restaure le rôle et la place de la médecine générale dans notre système. Notre système de soins a été conçu pour que le médecin généraliste soit vraiment le pivot, la boussole, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas celui qui accompagne le patient depuis le moment où il a besoin de soins ou de prise en charge, et même maintenant on parle de prévention, jusqu'au moment, de dire dans tout son parcours. Et que ça, si le système est aussi en crise, c'est que les modes de porte d'entrée dans le système ont varié. On a fait de l'hôpital un lieu du premier recours, mais l'hôpital n'est pas là normalement dans la conception de notre système pour être le lieu du premier recours. Mais parfois nécessité fait loi, donc les gens vont directement vers l'hôpital. On a fait, enfin voilà, aujourd'hui les Français ont du mal même à comprendre comment on rentre dans le système de santé. Et donc je pense qu'un des enjeux, et je ne le dis pas parce que je suis devant vous, mais parce que c'est ma conviction profonde, il faut restaurer le rôle et la place du médecin généraliste comme étant vraiment, et pas simplement une histoire de porte d'entrée, c'est pas le sujet, parce qu'une fois qu'on a passé la porte d'entrée, en général, on ne regarde plus la porte d'entrée et on passe à autre chose. Non, comme celui qui accompagne, qui est vraiment la boussole et finalement connaît le mieux le patient. Enfin, je veux dire, et moi, mon objectif, ce serait mon rêve, ce serait que chaque Français demain est un médecin traitant et qu'on puisse retrouver des marges de manœuvre, alors en attirant des jeunes, en libérant du temps médical, en permettant à ceux qui ont peut-être encore la possibilité de le faire, de prendre en charge plus de patients. Enfin bref, en tous les cas, qu'on puisse se restaurer ce lien-là, parce qu'il est majeur. Et je ne sais pas si par naturellement les choses reprendront leur place et si l'hôpital redeviendra le lieu du moment aigu de la maladie, pour faire court et caricatural un peu, je le sais. Mais en tout cas, c'est un peu le schéma autour duquel on a conçu notre système de santé. Les choses reprendront leur place si effectivement on donne envie aux jeunes de venir s'installer dans le métier.
si on permet aux médecins généralistes aussi d'être un peu le chef d'orchestre parfois d'une équipe pluridisciplinaire qui permet d'agréger d'autres professionnels qui viennent en renfort ou en coordination, permettre effectivement, là aussi, de remettre le médecin généraliste comme étant vraiment l'expert qui coordonne, qui assure le lien entre tous. Voilà, en disant ça, pardon, j'ouvre peut-être pour certains des portes ouvertes, mais parfois on a peut-être aussi perdu du bon sens dans ce système de santé. Alors derrière, bien sûr, il faut décliner ça avec des modes de financement, avec une restauration, mais je crois que, enfin, moi qui ai beaucoup visité, effectivement, du fait de mes fonctions, qui ai beaucoup discuté avec des hospitaliers et de tout niveau, j'allais dire, à tous les étages de l'hôpital, parfois, j'ai perçu que le vrai sujet, au-delà des problématiques, ce n'était pas simplement les problématiques financières et de salaire, elles sont là, elles sont posées, il faut mieux payer les personnels qui travaillent à l'hôpital, je pense notamment aux aides-soignantes, aux infirmiers, infirmières, etc. Mais derrière ça, il y avait une vraie crise de sens. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est mon rôle et ma place dans un système de santé qui prend un peu l'eau, vous l'avez dit, un peu de partout. Et ce qui est vrai pour la médecine hospitalière est aussi vrai pour la médecine libérale. Alors sur la quête de sens, peut-être une question à votre gauche, d'Agathe. Oui, ça marche. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous parlez de sens et puis du coup comment donner envie en ce moment et depuis la crise Covid. Il y en a beaucoup de plateformes de soins non programmés qui fleurissent de plus en plus, qui amènent une dérégulation. Donc certes, il n'y a pas encore un médecin traitant pour chaque Français, mais on va travailler pour. Et du coup, ces plateformes répondent aux demandes de soins, mais pas aux besoins réels de soins, et peuvent multiplier les soins. Donc c'est aussi un problème de coût et un problème financier. Et qu'est-ce que vous avez peut-être comme idée ou solution pour que les jeunes soient attirés par l'exercice de la médecine générale et pas sur ce miroir aux alouettes de gagner beaucoup d'argent, ou peut-être plus, en faisant ces soins, je vais dire, one shot? Je suis assez d'accord avec vous, puisque votre question n'en est pas vraiment une, c'est plutôt un constat, et je suis assez d'accord avec vous. On va parler de la télémédecine ou la téléconsultation, on l'appelle comme on veut, peut apporter le meilleur, mais peut apporter le pire. Et donc il faut garder le meilleur et combattre le pire. C'est-à-dire, effectivement, ça peut être une vraie aide si le patient qui ouvre son ordinateur a en face de lui le médecin qui est son médecin traitant, ou qui est en tout cas un médecin qui va revoir, et avec lequel il y a effectivement ce lien dans la durée qui va s'installer, voilà, ou médecin, ou soignant au sens large d'ailleurs, qui travaille dans une équipe médicale, parce que c'est l'infirmière azalée, parce que c'est tel autre type de professionnel avec lequel il y a un lien. Il n'y a rien de pire, évidemment, que ces gens qui allument l'ordinateur, qui voient un médecin qui peut être installé à l'autre bout du monde au bord d'une piscine, et qui derrière, effectivement, on lui délivre ce qu'il a envie de devoir délivrer, et il n'y aura pas ce lien profond. Donc il faut veiller, effectivement, ça c'est par la régulation financière, par le régime sans doute d'autorisation, par un certain nombre d'outils, mais qui ne sont que des outils, mais des outils qu'il faut activer pour effectivement permettre de limiter l'impact de cela. Ça m'amène d'ailleurs votre question à un sujet qui, moi, me préoccupe, mais je pense que je ne suis pas le seul, c'est la financiarisation de notre système de santé, qui fait partie des sujets qui m'inquiètent, que je regarde avec beaucoup en tous les cas, de sérieux. Le Sénat vient d'ouvrir une commission d'enquête justement sur ce thème de la financiarisation du système de santé. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut combattre, parce que j'ai pas envie de laisser notre système de santé et les valeurs qui le fondent. Je reviens toujours aux valeurs, mais finalement l'engagement dans la prise en charge des Français, c'est d'abord des convictions et des valeurs et qui font partage entre tous, et que ces valeurs soient mises à mal justement par des raisonnements purement financiers qui viennent dénaturer ce lien entre le soignant et le patient. Donc là aussi, ce sera un sujet de vigilance extrême et aussi de régulation financière. Ça me permet de dire un mot, je ne sais pas si je vais essayer d'être plus court dans les réponses, mais je pense que dans notre système de santé, il faut aller chercher,
Il faut arriver à ce qu'on dépense mieux, c'est-à-dire à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile à la prise en charge des Français. Et quand on regarde les chiffres de manière macro, 255 milliards d'euros mis dans le système de santé, il y a sans doute dans cette masse-là, effectivement, à mieux dépenser pour permettre de mieux financer ce qui a à être financé. Je ne vais pas rentrer sur les sujets de la discussion conventionnelle qui est en cours, mais c'est un vrai sujet. Quand j'étais président de la Fédération hospitalière de France, vous pourrez vous amuser si ça vous a... La première proposition qu'on a toujours mis dans les plateformes que l'on présentait à l'occasion des élections présidentielles, c'était valoriser la consultation chez le généraliste parce qu'on a besoin d'une médecine libérale qui soit restaurée. Bon, après, toutes les autres propositions, ça concernait l'hôpital. Mais on a toujours plaidé, et j'ai toujours plaidé, et il n'y a aucune raison que je change d'avis, pour effectivement qu'on donne toute sa place et tout son rôle à la médecine libérale. Je ferme la parenthèse, mais en matière de finances, il va falloir effectivement qu'on travaille à une régulation qui soit plus ferme, de manière à ce qu'on trouve des marges de manœuvre dans cette enveloppe de 255 milliards d'euros, pour montrer aussi aux Français que, certes, on consacre 11% environ de notre produit intérieur brut aux dépenses de santé, que ça nous met largement dans les moyennes, et que la santé, ce n'est pas juste un puissant fonds dans lequel il faut injecter des milliards en plus chaque année. Il faut déjà effectivement qu'on dépense mieux et qu'on accompagne mieux ceux qui, sur le terrain, finalement, sont ceux qui prennent en charge. Merci. Alors, vous avez parlé accès aux soins, peut-être une question de Fabien. Oui, justement, l'accès aux soins, monsieur le ministre. L'accès aux soins, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On sait que c'est un enjeu majeur de santé publique et la médecine générale est très attendue sur ce sujet-là. Vous êtes présent sur ce congrès et nous vous en remercions. Et la meilleure preuve, je pense, de notre engagement et de notre intérêt pour l'accès aux soins, je vous fais un petit listing des sessions qu'on a sur ce sujet-là. On a une session sur les déserts médicaux, des sessions sur la gestion de crise, une table ronde sur la permanence et la continuité des soins, des ateliers de CPTS, plusieurs sessions de communication sur les téléconsultations, justement, l'organisation des parcours de soins, des sessions sur les apports concrets du numérique en santé, les assistants médicaux, les infirmières en Suisse, en France, la téléexpertise en santé mentale pour proposer de nouvelles solutions. Toutes ces sessions qui ne sont que des thèmes sur le papier, mais qui sont montrées par des personnes très impliquées au sein du collège et même au-delà du collège, dans toute la profession. Et vraiment, je pense que vous pouvez être rassuré de notre engagement sur l'accès aux soins. Et je n'en doutais pas. Tout ça en 2 jours. Tout ça en 2 jours et demi. Ah ben, ça ne pas. Tout ça en 2 jours et demi. Non, mais ça, si votre question était est-ce que je doute de l'engagement des médecins généralistes pour l'accès aux soins, non, parce que c'est vous qui êtes en pointe et l'accès aux soins, sans vous, c'est même pas la peine de poser ce sujet-là vis-à-vis des Français. Donc, j'en ai aucun doute. L'enjeu, il va être quoi? Très modestement, je ne vais pas révolutionner le système de santé, quand bien même j'en aurais la volonté, j'en aurais de toute façon pas la possibilité, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, ce n'est pas non plus de faire croire que les choses vont aller mieux demain dans un système, donc le système de santé qui est un paquebot, et qu'entre le moment où on donne un premier coup de barre et le moment où on voit vraiment le paquebot bouger, il peut se passer du temps parce qu'il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux d'évolution des pratiques, il y a des enjeux, il y a plein d'enjeux qui sont des enjeux lourds et compliqués. Et qu'aujourd'hui, on paye justement des décisions qui sont anciennes et qui nous impactent pleinement, là, depuis une dizaine d'années. Donc, il s'agit simplement d'essayer, au contraire, en tout cas, moi, c'est mon souhait, je crois beaucoup dans l'idée de faire confiance aux acteurs de terrain. Je crois beaucoup dans l'idée que notre système de santé a peut-être été trop centralisé, trop administré, trop bureaucratisé, trop jacobinisé, c'est pas très beau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire conçu depuis Paris, depuis un ministère, et finalement qu'on ait voulu imposer un modèle unique partout, alors que les besoins sont différents, les besoins de santé sont différents, l'état des forces en présence dans les territoires est très différent aussi d'un territoire à l'autre, et qu'aujourd'hui, c'est par la liberté donnée aux acteurs de terrain qu'on peut essayer de faire émerger des modes de prise en charge qui seront différents d'un territoire à l'autre, parce que là, il y a des cliniques, parce que là, il y a un hôpital qui est fort, parce que là, il y a un tissu de médecins libéraux engagés, parce que là, il y a je ne sais pas quoi. Mais c'est pas grave si les modes de prise en charge sont différents et les organisations sont différentes, tant que la population est bien accompagnée et mieux prise en charge. Et donc, ça va être tout l'objet de la territorialisation du système de santé, faire confiance aux acteurs de terrain, et puis voir comment on peut abaisser les ponts-levis, faire travailler plus ensemble les uns et les autres. Il y a des endroits, il y a des régions en France où il y a des maturités collectives qui font que depuis très longtemps, ils travaillent tous ensemble, ils ont l'habitude de partager des projets, et il y a des endroits où ils se regardent encore les uns les autres en chien de faïence. Et là-dessus, la faute est envoyée ni à la médecine libérale, ni à l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui pensent encore
leur avenir uniquement dans les 4 murs de leur établissement. Et ça, c'est pas possible. Et voilà, donc il n'y a pas à jeter la pierre à qui que ce soit. C'est une question, effectivement, d'arriver à donner les outils, l'envie, et donc derrière les financements, etc., qui permettent de libérer un peu les énergies, les envies pour faire émerger ces modes de prise en charge. Alors, pour parler très concret, du coup, sur les leviers qui pourraient permettre d'améliorer cet accès aux soins, peut-être une question de Cyril. Alors, je vous propose de parler certificat et puis durée de prescription chronique. Ça peut paraître un peu loin des préoccupations de l'accès aux soins, mais ça fait partie des solutions, parce qu'il n'y en a probablement pas qu'une. Une première manière simple de libérer des consultations, ce serait de réaliser une grande campagne qui encourage les médecins à augmenter la durée de leur prescription chronique en passant par exemple de 3 à 6 ou 12 mois, quand c'est possible évidemment. Pour revenir au certificat, si vous m'enlevez 1 ou 2 certificats inutiles dans la journée, c'est du temps que je pourrais consacrer à des patients qui en ont vraiment besoin. Alors, est-ce qu'il est prévu d'avancer sur la lutte contre les certificats inutiles? Ça a l'air de parler. Est-ce qu'il est prévu d'avancer sur la lutte contre les certificats inutiles? Avancer concrètement, en premier lieu desquels toujours ceux inscrits dans le code de santé publique, les certificats pour congé pour enfants malades, le certificat d'aptitude à la vie en collectivité pour l'entrée en crèche et bien d'autres. Alors là aussi, c'est peut-être le côté pragmatique d'avoir été d'abord façonné par finalement mon travail de maire pendant 17 ans. Mais je suis très favorable à tout ce qui effectivement introduire des éléments de souplesse et de facilité ou de simplification dans notre système de santé. Moi, je découvre, en discutant, enfin j'ai découvert déjà, mais je continue à découvrir encore aujourd'hui dans nos fonctionnements au quotidien et dans ce beau ministère, effectivement, tout un tas de barrières aux coopérations, de barrières, effectivement, de décisions bureaucratiques qui s'imposent. Vous parlez des certificats, mais c'en est un exemple. Et effectivement, il faut qu'on aille vers l'allègement de toutes ces contraintes qui ne servent à rien. Moi, j'ai reçu déjà les associations de maires. Je sais que les maires sont toujours très gourmands pour les crèches, pour les inscriptions dans les clubs de sport, les activités diverses, etc. De tout un tas de certificats médicaux. Il faut qu'on allège tout ça. Il faut qu'on vous débarrasse effectivement de ce type d'actes qui finalement, alors sont simples à faire, ça certes, sont rapides à faire aussi, mais voilà, vous bouffent du temps et j'en suis parfaitement conscient. Donc moi, je suis très preneur de propositions et j'ai vu que vous y avez un site sur lequel vous listez les certificats inutiles. Et ben, je veux bien travailler avec vous, certificat par certificat, à vous aider avec d'autres ministères, avec d'autres institutions, à alléger évidemment tout ça, bien sûr. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va malheureusement être pris par le temps. Il y avait beaucoup d'autres questions, mais qu'on vous transmettra. Et puis j'espère bien que ce n'est pas un échange ponctuel, mais qui va ouvrir des discussions et puis ouvrir les discussions de ce congrès. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait frissonner la narine, mais en tout cas, j'espère que nous aurons beaucoup d'occasions de poursuivre autour de toutes ces questions au sein de la médecine générale, mais aussi en ouverture avec l'ensemble des autres acteurs, bien entendu. Juste un tout petit mot de conclusion, alors si vous me permettez. Vous dire que au-delà, enfin bon, j'ai bien compris parfois que certains syndicats, quand j'ai été nommé, voilà, m'ont pas jeté sur la tête des pétales de rose en signifiant leur bonheur. À tort d'après moi, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un homme avant tout pragmatique et j'ai qu'une seule mission, moi, c'est d'améliorer la prise en charge des Français, c'est-à-dire leur accès au système de santé. Et donc d'AVR, ça veut dire permettre aux professionnels de santé de mieux travailler dans des conditions qui soient meilleures et surtout de lever tout un tas de contraintes idiotes qui empêchent des exercices mixtes, qui empêchent effectivement qu'on se concentre l'essentiel de son temps sur du temps médical, finalement sur le cœur du métier, sur ce sur quoi vous avez été formé, bref, tout ça. Donc en disant que j'ai une approche pragmatique des choses, c'est qu'effectivement, moi, je souhaite arriver à des résultats concrets. Je suis ni le ministre des hôpitaux, ni le ministre du secteur public, ni le ministre de je ne sais pas qui personnellement. Je suis là pour qu'effectivement notre système de santé marche mieux, et que donc les professionnels, qui sont malheureusement de moins en moins nombreux, et qui malheureusement exercent des métiers qui aujourd'hui n'attirent plus assez les jeunes, eh bien que tout cela, à l'arrivée, fonctionne un peu mieux. Ça fait peut-être pas rêver, c'est pas des grands discours généraux et théoriques, mais en tous les cas, avec beaucoup de volonté, d'envie et de pragmatisme, j'espère avec vous faire bouger des lignes, parce qu'aujourd'hui, je le disais, les Français nous regardent et on a une responsabilité collective à nous engager, mais vous le faites déjà sur le terrain, mais à nous engager tous pour que notre système marche mieux. Voilà.
Merci Les beaucoup. enjeux sont partagés. Merci beaucoup. Merci.